La souffrance à bicyclette est noble car elle correspond au plein épanouissement de la volonté. Salut à tous et bienvenue pour ce prologue du Biking Manora 2023. On va donc parler de ce quatrième rendez-vous de la saison Bikeman Origin 2023. Vous connaissez maintenant le format, on aura plusieurs invités. Et avec nous pour commencer cette émission, eh bien, il y a Elodie. Salut Elodie. Salut. Bienvenue, puisque tu es une nouvelle dans la Bikingman Family. Hashtag. La première. Pas trop stressé? Tu peux. Ça va aller, on va te détendre. Et à tes côtés, il y a Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Toi, tu connais, tu as déjà participé au Bikeman. J'en ai fait un, Laura, l'année dernière. Ouais. Et tu as même fait Laura, tu vois. Donc tu connais un petit peu le parcours, ça tombe bien parce qu'on va commencer par évoquer donc ce parcours. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on vous le rappelle quand même les règles, 1000 km, une boucle en partant de Beaumont-les-Valences, à terminer en 120 heures, 5 jours maximum, avec 19 000 mètres de dénivelé positif. Et on va analyser ce parcours déjà. Que dis-je? Je vais parler du parcours, on va plutôt parler de la préparation. Exactement. Bien sûr, c'est toujours lié au parcours. Mais la prépa, on a deux profils assez différents. On va commencer par toi, Elodie, sachant que c'est ton premier ultra. Comment tu as abordé un peu cette course? Est-ce que tu as fait un programme d'entraînement spécifique? Non. Non. Je vais tout faire au ressenti. Mais tu as quand même fait un volume de kilomètres, j'imagine, depuis le début de l'année. Ouais. Tu sais à peu près? 5000 km depuis le début de l'année, là. Et voilà. J'ai juste roulé pour le boulot, roulé pour le plaisir. Et je vais le faire pour le plaisir aussi. Donc ces dernières semaines, ça correspondait à quoi? À combien de sorties par semaine? De quelle longueur? Les 15 derniers jours, en fait, j'étais pas là parce que j'ai dû partir pour le boulot. Donc les 15 derniers jours, je n'ai absolument pas roulé. D'accord. Donc les jambes sont fraîches au moins? Elles sont fraîches et disposées, ouais. Mais avant ça, en général, c'est des sorties de combien de temps que tu fais? Parce que tu vis dans l'Oise, hein, c'est-à-dire au nord de la région parisienne. Je vais bosser à vélo, donc j'ai à peu près 19 km aller, 19 km retour. Mais le retour, en général, en sortie de garde, je fais entre 50 et 120 bornes. Donc c'est assez régulier, je roule 6 jours sur 7. Ah oui, donc ça te suffit pour être confiante. Non. Et toi, Guillaume, approche différente, hein? Oui, alors... Déjà, tu as la base de l'année dernière. J'ai la base de l'année dernière. J'ai pas une super expérience de l'ultra, mais j'ai... voilà, moi, à la base, je suis skieur, biathlète. Donc, je fais de la compétition depuis très longtemps. J'ai goûté au sport d'endurance longue dès que j'ai arrêté ma carrière de biathlète. J'ai fait du raid multisport, mais le vélo, ça reste quand même ce que j'affectionne le plus. Du coup, je me prépare. Chaque année, j'arrive à bien skier l'hiver. Je suis coach. Donc, j'arrive à skier avec les athlètes. En parallèle, je propose des initiations au biathlon. Donc, je suis régulièrement sur les pistes en station. Donc, j'arrive à me caler 1 ou 2 heures de ski après le boulot pour la partie hivernale. Et puis j'arrive au printemps avec des bornes à ski et quand on a skié sans avoir roulé, on est tout de suite bien sur le vélo. Voilà, et puis cette année, j'ai un peu plus roulé que d'habitude. Donc j'espère être encore mieux, avec une approche un peu plus précise de la préparation. Voilà. Avant, je m'entraînais un peu comme un skieur avec les bases que j'ai de ski sur le vélo, et depuis cette année, Ça veut dire quoi s'entraîner avec les bases de ski sur le vélo? C'est quand mes compétences de coach me permettent de d'établir un programme un peu précis, mais sans tenir compte de
de toutes les datas de puissance notamment. Et cette année, je me suis fait aider par un pro qui m'a aidé à faire un programme bien plus précis, basé sur la puissance. Du coup, j'étais un peu curieux d'aller là-dessus. J'avais déjà travaillé avec un capteur de puissance, mais je m'en servais plus. En fait, je regardais j'interprétais un petit peu par rapport à ce que je faisais, mais c'était pas ma base de travail. J'organisais pas ma charge grâce à la puissance. Et depuis cette année, c'est ce que j'ai fait. Du coup, c'est une autre approche, voilà, qui permet aussi de varier, qui est motivante aussi. Je te voyais faire des grimaces, Elodie. Voilà. Moi, je viens de sports qui ont absolument rien à voir en fait. Tu faisais du bodybuilding. Oui, et avant, j'étais athlète en judo et en jiu-jitsu brésilien, en compète. Et quand j'ai arrêté ces compètes-là, j'ai fait du bodybuilding en compète. En fait, l'ultra, pour moi, c'est la découverte pure et simple, et même dans tout ce qui est entraînement et tout ça. Je sais que si jamais je veux évoluer, il faudra que je prenne un coach. C'est ce que je lui disais tout à l'heure. Il faudra que j'investisse dans des capteurs, que je prenne un coach, si je veux vraiment évoluer. Parce que là, ma façon de m'entraîner, ça n'a juste rien à voir. Je m'entraîne santé, pour pas me faire mal, etc. Je mange santé, pareil, pour dire de pouvoir tenir. Ça, je sais m'alimenter pour la longue distance. Mais tenir la longue distance, enfin, perso, moi, ça va être le mental, hein, ça va pas être les jambes. Hein. C'est la tête qui va me pousser du début à la fin, en fait. Ça peut être mes capacités ou ce que j'aurais pu entraîner auparavant. J'ai pas d'entraînement pour l'ultra. Ça tombe bien parce que la plupart des participants disent que c'est le mental qui fait la différence en général. Non, qu'est-ce que tu en penses, toi, Guillaume? Oui, c'est clair qu'il y a un moment où on a beau être bien, il y aura toujours un moment où on sera moins bien, et ces moments-là, il faut savoir les appréhender. En général, il faut être patient, attendre que ça revienne. Ça revient toujours. Il faut être patient. Sur la longueur, faut manger, il faut dormir si on a besoin de dormir. Mais bien que les meilleurs arrivent à faire un 1000 sans beaucoup de sommeil, moi je n'ai pas envie de tituber sur le vélo. Donc si j'ai des signes de sommeil, enfin de fatigue et je m'arrête. Je suis papa, je suis pas là pour. Ça doit rester un plaisir, même si je suis hyper compétiteur. Je me mets cette limite. C'était un peu ma limite. J'aime bien le format 500 km. Quand j'avais commencé à faire des ultras, je m'étais dit que j'irais pas au-delà de 500. Et puis cette trace aura m'a bien titillé. Déjà, j'habite dans le Vercors. Je suis originaire du Mont-Gerbier-de-Jonc. On passe devant la ferme rapidement, ouais, de mes grands-parents. On passe à côté de la maison. Donc oui, cette trace, elle me plaît. Donc les 1000, je me suis lancé. Puis voilà. Mais oui, sur le sommeil, j'ai prévu de dormir. Et si l'année dernière, j'ai dormi 2 fois dans un fossé parce que c'était le moment. Une fois, ça peut être efficace. L'autre fois, oui. Mais on repart quand même sur un autre rythme. Après, ceux qui sont capables de ne pas baisser de rythme, tant mieux pour eux. Mais voilà, je pense que certains athlètes gagneraient à s'arrêter quelquefois, parce que, encore une fois, si on analyse des courbes de puissance après une petite pause de sommeil, alors faut pas s'arrêter 3 heures sur 1000, hein, mais ça repart quand même bien en flèche, la puissance. Donc après, c'est des calculs, ou alors on y va au feeling, mais je pense que ça vaut le coup de prendre le temps. C'est quelque chose que tu répètes souvent, Axel. Le fait de privilégier les pauses, même pour ceux qui jouent la gagne. Même des courtes pauses. On le répète jamais assez. En fait, là, il y a 2 points super importants qui sont abordés à la fois par Elodie et Guillaume. Il y a l'aspect sommeil
Je vais faire un parallèle avec la prépa d'Élodie, parce que je pense qu'en fait, elle est assez préparée si elle a fait du bodybuilding. Moi, j'ai fait dans une autre vie pas mal de fitness. Et les courses d'ultra, c'est aussi des courses d'estomac, d'alimentation. De bien savoir s'alimenter et d'alimenter la machine. Et dans le bodybuilding, c'est une clé. Si tu ne sais pas t'alimenter, tu n'as pas compris une grosse partie de cet entraînement. Et ces deux aspects, à la fois alimentation, course à l'estomac et le sommeil, souvent ils sont survolés, on l'a déjà abordé plein de fois, parce que y a tous les mythes autour de l'ultra-distance, parce que ça vient essayer de prolonger quelque part la capacité qu'ont les humains de se surpasser en permanence et de passer pour des surfemmes ou des surhommes. Alors qu'au final, c'est clair qu'en mangeant bien et en sachant être prêt le jour de l'événement, notamment au niveau estomac, intestin, donc la préparation en amont elle est importante, et la gestion sommeil pendant l'épreuve, c'est clair que c'est une des clés. Et on le répétera jamais assez. Après, je pense que ce mythe-là, ça va venir avec des performances comme j'espère que celle que Guillaume va faire, et puis le top 20 là, qu'on a actuellement qui est bien relevé sur le Bikingman Originora, à savoir que les gens vont de plus en plus partager le fait que la stratégie de dormir régulièrement, alors pas des grandes, pas toute la nuit, mais voilà, faire des points. Quoi, 1 heure? Ça dépend, ça c'est des techniques en plus qui sont individuelles, c'est-à-dire que c'est pas un référentiel que tu peux appliquer à tout le monde parce qu'on n'est pas égaux face au sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup dormir, d'autres beaucoup moins. Et en fonction de l'endroit où tu dors, comment tu dors, dans quelles conditions, c'est vraiment des paramètres qu'il faut pouvoir tester pour le coup et simuler en conditions avant l'épreuve. Mais c'est clair que le fait de recharger les batteries avec de la micro-sieste, en plus Guillaume, il a fait du raid multisport, c'est une des clés également. Le raid multisport, ça s'est pas mal développé. Il n'y avait pas eu de mythe de gens qui dormaient pas pendant 5 jours ou pendant 3 jours. Il y avait la règle de mémoire des 36 heures où il fallait que tu te reposes, quoi. Les navigateurs qui sont parmi les meilleurs athlètes de la planète, c'est pareil, ils font de la micro-sieste, du micro-sommeil pour pouvoir faire de la récupération rapide, notamment sur la tension, parce que sur le vélo, on a besoin d'être attentif. Donc il faut le répéter, ouais. Bien manger, bien se préparer à changer son alimentation pendant la course pour avoir l'estomac et l'intestin qui soient prêts à... Je fais un clin d'œil à Alex Pora s'il nous écoute. C'est des courses à l'estomac. Et ensuite, le sommeil, c'est clair qu'il faut se tester aussi pour arriver à... Si tu veux jouer, pas la gagne, mais en tout cas la frontière du sommeil, parce qu'il y en a plein qui viennent pour ça aussi, pour se tester, des néophytes. Le pas dormir, ça marche pas. Il faut se souvenir de ces soirées quand on était jeune. Tu faisais pas des nuits blanches répétées, ça marche pas. Après les vainqueurs, par exemple Rémi l'année dernière a gagné sans dormir. Rémi, il a gagné sans... Non, je pense qu'il s'est arrêté, il a dormi. On est convaincu, c'est juste qu'on n'a pas la voiture collée à Rémi. Oui. Mais sur des phases où finalement on n'est pas à proximité de lui. Après, entre ce que te dit l'athlète quand il arrive sur la ligne d'arrivée, j'ai pas dormi, alors que tu prends son temps GPS et son temps d'arrivée, il y a toujours des écarts qui sont liés aux arrêts pour se ravitailler, mais également aux phases de micro-sieste. Oui. Le ressenti aussi peut-être différent. Et le ressenti est différent. Tu arrêtes une demi-heure, mais tu as l'impression que c'était 5 minutes. Exactement. En plus, il y a ces deux phénomènes. Il y a à la fois l'athlète qui a l'impression qu'il ne s'est pas arrêté alors qu'il s'est arrêté longtemps, et l'athlète qui a l'impression de s'être arrêté longtemps alors qu'il ne s'est pas arrêté longtemps. Comme Néon qu'on avait eu en 2021. Quoi. Et puisque tu parlais du sommeil, toi, tu as une stratégie sur le sommeil, Elodie, vu que c'est ton premier ultra, tu t'es entraîné à tester sans dormir? Alors, j'arrive à dormir dans des conditions extrêmes, juste avec une couverture de survie. Parce que c'est vrai qu'on rappelle ton métier, donc t'es ça, pompier, oui. en plus. Donc tu Ça, as c'est dû pas le trop un travailler souci. indirectement déjà, ça. Mais je suis déjà allé en Roumanie en voiture pour faire une compète et j'ai dormi tordu en deux sur une aire d'autoroute dans une voiture trop petite pour moi, juste avec une couverture de survie. Donc le côté sommeil, je suis fatigué, je m'arrête. Et tu seras en capacité de dormir n'importe où. Je suis en Loire. Ça va, je me pose, je dors. Après la nourriture, j'ai géré comme quand je faisais du body en fait. J'ai préparé ce que je mangeais. Donc c'est la crème de riz en fait, avec du beurre de cacahuète et de la compote faite maison, que j'ai mis dans des gourdes réutilisables. Et je me suis préparé ça au moins pour 2 jours en fait. Au-delà des autres repas, mais en termes d'encas, c'est facile à manger, c'est léger, c'est ultra digeste. Je vais pas avoir mal à l'estomac, je vais pas avoir de soucis de digestion. Je suis parti sur mes basiques, sur ce que je connais. Et après je verrai. Et tu as calculé les portions aussi? Ah ouais, j'ai tout épesé, Au gramme, tout est calculé, ouais. En fonction de tes besoins. C'était beaucoup préparé. Oui, donc quand on j'ai parle. préparé la phase que je connais, l'alimentation. Ouais. Donc, Mais qui est essentielle.
qui est On a vraiment besoin essentiel. de nos repères, hein, chacun. Ouais, puis On c'est n'est rassurant. on n'est pas débutant, en fait, on fait avec nos compétences, déjà parce que ça rassure, et puis C'est ça. on a des choses qui marchent. Après, il y a un petit peu d'adaptation, mais Ouais, mais nos repères, nos habitudes, nos repères, nos ancrages de ce qu'on se connaît, c'est rassurant aussi. On part à l'inconnu, mais j'ai cette pyrale à laquelle je m'accroche, je sais que ça, je connais. Après, c'est l'aventure. Eh ben, vous êtes là pour ça. Hein. Ah oui. Et puis toi, Guillaume, tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu n'as pas beaucoup d'expérience dans l'ultra, tu as quand même fait 5e l'année dernière. Hein. oui, non, mais 5e en 54 heures et 26 minutes. J'ai pas beaucoup de courses. J'ai pas beaucoup de courses ultra. Ça doit être ma 5e. Je vois qu'il y a des gens qui enchaînent beaucoup. Parce que sur la prépa, j'imagine que la course que tu as fait l'année dernière, ça t'a permis d'ajuster des choses, ou de retirer des leçons peut-être. Oui. Déjà, le fait de l'avoir fait une fois, le fait de ne pas partir dans l'inconnu, tu as un peu moins de stress. Après, je crois que tout le monde peut remercier Axel parce qu'il remet une couche sur les briefings. Il explique de manière redondante que ça va être très dur, mais peut-être ça fait du bien. Voilà, après, non, mais chaque course est différente, donc l'expérience, ouais, 5 courses, c'est pas énorme. J'ai fait 3 RAF 500 et en fait, c'est ma 5e. Donc j'ai 4 courses au compteur. C'est déjà pas mal quand même. Oui, après, voilà. C'est plus qu'Elodie par exemple. Oui. sûr. C'est pas difficile en même temps. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est que moi, je le vois maintenant depuis des années avec le nombre d'athlètes qu'on a réunis, il n'y a pas de débutants en fait. C'est-à-dire pour les gens qui nous écoutent, qui imaginent que c'est des débutants, là par exemple, je découvre ton passé de biathlète, toi en l'occurrence sur le bodybuilding. Je pense que si on prend les 115 participants là, qui sont sur la ligne de départ du Biking Manoa, il n'y en a pas un qui a vraiment profil Ironman. Je me suis lancé, j'ai jamais fait de sport et en 6 mois, j'essaie de faire un triathlon Ironman distance. Il y a, C'est-à-dire qu'il y a toujours un passé de il y a sportif. toujours un passé de sportif ou une actualité de sportif qui n'est pas directement connectée au vélo. Et quelque part, moi, c'est aussi mon histoire, c'est que je ne suis pas cycliste à la base. J'ai fait plein d'autres sports avant qui m'ont construit avec des blocs, notamment la gym par exemple, qui n'a pas grand chose à voir avec le vélo, pourtant ça m'aide beaucoup à plein d'égards. Et chacun vient dans son univers sportif appliquer quelques règles, quelques enseignements, des fois des erreurs, mais surtout des enseignements sur sa pratique sportive ancienne. T'en es la preuve aussi avec le Tour de France qu'on avait fait ensemble. Ah oui. Et Passé de sportif, c'était footballeur. voilà, donc il y a toujours une grosse base et c'est la magie, je pense, du vélo. C'est que quand tu as fait d'autres sports de manière intensive, tu peux avoir la chance de faire des choses extraordinaires à vélo sans forcément, enfin dans le référentiel Bikingman, c'est-à-dire de la longue distance. Je dis pas de la notion de performance type Tour de France, rouler à 45 avec des moteurs, mais dans ce type de performance, dans la longue distance, lentement, tu peux faire des choses extraordinaires si tu as une base sportive que tu arrives un petit peu à faire glisser vers le moyen de déplacement du vélo, quoi. Et on le voit encore aujourd'hui, donc je suis super heureux parce que c'est pas des débutants. C'est là vraiment on a à la fois quelqu'un qui a fait des courses et qui a un passif de dingue au niveau sportif, parce que pour être biathlète, voilà, c'est des gros volumes, c'est parmi les meilleurs athlètes de la planète. Hein. Et après, bodybuilding, c'est pareil, c'est une rigueur, c'est de l'entraînement, c'est de la nutrition, c'est de la préparation articulaire, c'est plein de choses qui te préparent physiologiquement à faire ça, quoi. Merci les amis, je vais vous libérer. Merci à vous. Pour les Merci. à nos prochains invités. Bonne chance Elodie, bonne chance Guillaume. On rappelle quand même vos numéros de dossard si vous voulez les suivre sur le live tracking. Notre partenaire Owaka Live Tracking qui va pouvoir me permettre de suivre tout ce Bikeyman après son départ, lundi matin 5h. Je rappelle quand même vos numéros de dossard. Elodie, t'es le 561, vrai. Et Guillaume, contrôle surprise, c'est quoi le tien? 111. 611, bravo. Ouais. Merci. Bonne route les amis, Merci bonne récup beaucoup. avant le départ. Et puis, À tout à l'heure. rendez-vous sur la route, ouais. À tout à l'heure pour le départ.
Puis nous, on va accueillir nos 2 prochains invités qui vont se mettre en place. Pour parler de ce parcours, de ce Bike Manora 3e version. Des petites différences avec l'année dernière, Axel. Quelques différences sur le parcours. On est sur un mix entre ce qu'on avait fait en 2021 et ce qui avait été empêché en 2022 par une modification de trace avec le Tour de l'Ain, qui se déroule à une période maintenant différente que le Bike Manora. Donc on est sur un parcours déséquilibré pour folles et fous, puisqu'on traverse la totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi tu dis déséquilibré? Parce que c'est un parcours de déséquilibré pour cyclistes traditionnels. Dans le jargon du cyclisme, il y a, à ma connaissance, personne qui a osé un jour connecter la totalité de ces grands massifs au départ de Beaumont-les-Valences. Et je le dois d'ailleurs à Jacques Barge, qui est pas très loin. Il doit être en train de se reposer. C'est Jaco qui est à l'origine de l'idée de partir en Auvergne. Donc on salue Jacques Barge et Marco Polo, pour les intimes, ceux qui le connaissent. Les deux qui ont été à l'origine du travail de cette trace qui est exceptionnelle, mais qui est très 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 difficile. Mais cette année, on est sur une belle trace, notamment avec la descente, à mon sens, du Pas de Pérol, ça rajoute un beau talus là pour aller au Falgou, qui est sympa, mais du coup moins dangereuse parce qu'il y a moins de gravillons. Les Dombes qui reviennent au programme en version intégrale, puisque l'année dernière on avait vu un peu tricoter pour rejoindre le checkpoint 2 au pied du col de Porte, et puis le col de Porte avant Grand Colombier qui revient également au programme pour le plus grand plaisir des yeux et des jambes, parce qu'il est magnifique celui-là dans le massif de Chartreuse avant le Grand Colombier qui est exceptionnel. T'as chauffé à blanc nos 2 invités là, ça y est, ils sont dedans. Bienvenue les gars. Salut. Merci, salut. Salut Florent, je commence par toi. Ouais. Comment vas-tu? Ça va pas mal. Donc t'es un vétéran du Bikeman, puisque cette année t'as fait lequel déjà? Corse. La Corse. Corsica. Ouais. Avec un podium. Un podium. Après vétéran. Alors le J'ai vétéran, commencé l'année dernière. Donc, vétéran pour les gens qui nous écoutent, c'est les gens qui ont déjà complété une épreuve Bikeman. Ça n'a aucun lien avec l'âge. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de côté péjoratif, c'est juste le fait d'être expérimenté. Ouais. On les appelle les vétérans. Et à côté de toi, un autre vétéran, Ouais. Jean-Philippe. Ouais. Ça va Jean-Philippe? Tout va bien. Veille de Encore course. plus ancien pour le coup, vétéran. Encore plus ancien. J'étais au tout premier Corsica. 2018. Tout premier. Après, tu as fait le Bikeman X en 2021. Le tout premier aussi. Le tout premier. Je te remercie d'ailleurs parce que... Un bon souvenir. Ah ouais. C'est une belle trace. Ça avait un beau parcours. Et voilà. Il était épicé. Et te revoilà maintenant sur Laura. Donc, on est de parler du parcours avec Axel. Est-ce que ce parcours, vous l'avez analysé, les gars? Est-ce que vous l'avez étudié un peu? Analysé ses difficultés? Florent? Moi, j'ai été le mauvais élève, non. Après, je suis plus ou moins de la région, donc je connais un peu. Mais je connais le Grand Colombier, mais pas par cette face-là. Et puis la Chartreuse et le Vercors depuis l'année dernière avec le Biking Man, justement. On y Et est puis passé. il a fait le Mais en 555. fait, c'est ça. Mes recos, c'était ça. Sinon, que de la découverte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'effraie? Tout. Tu crains? Non. On va dire que le plus la fin que le début, quoi. Clairement, après le CP2, ouais, ça fait un peu peur, ouais. Faut garder des forces alors. Faut garder des forces. Ouais. Et toi, Jean-Philippe, tu l'as étudié ce parcours? Non, je connais le Grand Colombier que j'ai fait l'an dernier ou en début d'année, école de Porte. Et après ça, je connais pas du tout l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le but, c'est justement de découvrir toute la région. Du coup, je ne connais rien, je ne veux pas connaître et je veux découvrir ça sur le vélo comme il faut et profiter. Donc tu es en train d'expliquer que tu y vas au feeling, la totale. Complet. Il part Après, accompagné. vous êtes en duo. Ouais. Ouais, on est en duo avec un Jean-Philippe part copain accompagné, qui, lui, par contre, connaît toute la fin de parcours après le Grand Colombier. Donc ça, c'est la petite spécificité. Il connaît Trilogie, tout va très bien dans le Vercors. Et il m'a dit, non, mais ça passe bien et tout. J'ai dit, ouais, mais le problème, c'est que là, on a fait quand même pas mal de bornes avant. Ça risque de moins bien se passer. 700. À peu près. Donc, voilà. Petite broutille. Après, bon, vous avez quand même prévu d'y aller. Ouais, on y va mollo. On y va mollo. Le but, c'est de finir en 5 finir. 4 jours, ça serait top. Pour un peu profiter vendredi quand même, avant le petit repas des finishers. Et puis, s'il faut tirer le vendredi un petit peu, on le tirera. Il n'y a pas grand mal, quoi. Alors toi, Florent, tu vas y aller à fond. Bah ouais. On va essayer, toujours. À fond, jusqu'à ce que la machine... Enfin, on verra. Hein.
Ouais, l'objectif entre 55 heures. Alors vous parliez de la dernière partie. Clairement, c'est là le plus difficile. Axel, après le CP2, puisqu'on a enchaînement col de Porte, Grand Colombier, la trilogie de la Chartreuse. Et tout le Vercors. On est sur un des finales qui est parmi les plus dantesques par rapport à toutes les courses Bikeman origine du championnat de cette année. Auvergne-Rhône-Alpes, ça a vraiment une saveur particulière parce que cet enchaînement-là, les pros probablement ils refuseraient. Et d'ailleurs, je crois que c'est refusé. Maintenant, ils veulent plus enchaîner Grand Colombier, trilogie. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a que les folles et les fous du Bikingman. Parce qu'on est sur un enchaînement qui est solide entre Porte, Grand Colombier, la trilogie et tout le Vercors, Bataille Machine, Limouche. C'est de la pure montagne, c'est de la pure ascension. Il y a un monstre qui ferait passer le Ventoux pour une petite cacahuète, parce que pour moi le Grand Colombier est vraiment plus dur que le Ventoux. Surtout de ce côté-là, c'est un méga monstre avec des rampes à 23%, dans la forêt. Bref, c'est clairement la course, comme je l'ai dit au briefing, elle démarre pas avant le Grand Colombier. C'est-à-dire que si tu essayes d'envoyer du gaz et que tu essayes de te cramer bien avant, il y a plein de tronçons en fait en amont du Grand Colombier qui vont être des tests de résistance et là où tu vas devoir tirer des cartouches, notamment pour Florent, parce que du coup il a l'habitude d'en tirer quelques-unes, où les allumettes tu vas devoir les brûler avec parcimonie, parce que globalement le départ jusqu'au CP1, pour arriver un peu à décrire la trace pour les gens qui nous écoutent, donc on parle de la Drôme, on va faire l'Ardèche, les monts du Cantal, et l'objectif grosso modo c'est de rejoindre le Pas de Pérol. Le CP1 il est à 257 bornes. Bon, il y a déjà le cerf de Mur et le Gerbet de Jon, qui sont deux juges de paix parce qu'ils font bien mal quand même, notamment le cerf de Mur qui est assez vertical et du pourcentage à 2 chiffres. Arrivé au CP1 qui va être assez rapide, je pense qu'on va être plus rapide que l'année dernière en termes de temps pour rejoindre le CP1. Derrière il y a le Pas de Pérol qui est... Bon, visuellement c'est tellement l'orgie qu'on en oublie que c'est difficile, hein, parce que c'est vraiment un col qui est majestueux par ce côté, parce qu'on le prend par le côté est. Juste derrière... Jusqu'à 1589 mètres d'altitude quand même. Ouais, c'est No Man's Land. Je sais pas si tu te souviens déjà l'année dernière, quand on arrive au sommet, donc là le Pas de Pérol, on est après le kilomètre 300. Si tu arrives en fin de journée là-bas, il commence à bien cailler, à faire très frais. Chute, la température chute, et puis derrière il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Pour rejoindre d'Issoire, il y a pas mal de bosses. Et ça peut coûter très très cher. Donc je dirais que le tronçon Pas de Pérol jusqu'au CP2 est souvent ignoré en fait sur la trace. Les gens le regardent pas trop, on dit bon, il y a le Forez entre les deux, les Dombes, ça devrait aller, je vais rejoindre vite fait le CP2 au pied du massif de Chartreuse. C'est là où tu consommes le plus de jus en fait, parce que mentalement il n'y a pas beaucoup de ravitaux. Il y a des endroits qui sont vraiment à circuler, il y a du vent, il va faire chaud. T'es en prise tout le temps. Il n'y a pas un endroit où c'est plat, quoi. Le seul endroit qui est plat, c'est quand tu arrives à Villebois. C'est l'arrivée juste au CP2, quoi. Donc ce tronçon Pas de Pérol CP2 est vraiment difficile mentalement. Et là, tu arrives devant finalement le dernier bloc de montagne qui est visuellement exceptionnel, mais il faut les grignoter un par un, l'école. Parce que c'est des longues ascensions, quoi. Le Grand Colombier, c'est pas 5 bornes. La Chartreuse, c'est pas 3 km. C'est que des ascensions qui font 10, 15, 17 bornes. Donc tu grignotes du dénivelé et tout ça pour l'encaisser. C'est toujours la faut même être solide. C'est difficile d'avoir la théorie sur le papier comme ça, et quand tu joues les premières places, de te mettre sur le rythme pour garder des cartouches. Voilà, moi, je ne vais pas déflorer ce que pense Florent. C'est comment est-ce que tu gères justement cette pression-là. Toujours tenter de rester au contact, tu vois. Moi, j'ai jamais été chassé, j'ai toujours été derrière. Ouais. Donc, je gère, franchement, je gère en fonction de mes capacités. Je ne vais pas aller chercher au-delà. Et puis tu te mets dans ta bulle. Exactement, je me mets dans ma bulle, je cherche pas. Je l'avais vu dans le Vercors. L'année dernière, on était ensemble. Non, je cherche pas à aller à l'allure je sais qu'il y en a qui grimpent forcément plus vite que moi. Donc j'y vais à mon allure, et puis pareil, en Corse, j'ai eu besoin de dormir la deuxième nuit. À 50 km de l'arrivée, j'ai pas hésité à m'arrêter, c'est pas grave. J'ai fait en fonction de. On verra ce que ça donne. Ouais. Toi, tu disais que tu avais déjà fait le Grand Colombier, mais tu l'avais fait par cette... Oui. Après Virieu le Petit, c'est un enfer.
Donc le même tracé qu'on va Oui. faire. Donc tu sais ce que c'est. Enfin, juste cette montée-là, quoi. C'est Pas bon. très, très, très compliqué. Ça avait marché ou pas? Non, mais bon, j'avais un vélo qui était léger, si tu veux. Il n'y avait pas de chargement. Je faisais juste ça dans la journée, vite fait. Ça se Ça va. passait bien, quoi. Sauf que, Ouais. enfin, ça se passait bien. Jusqu'au moment où tu arrives là et que tu te dis, mais pourquoi ils ont mis ces pentes-là à ce moment-là, quoi. Et là, c'est. Parce que l'approche est longue. L'approche est très longue. T'as L'approche 20 est longue. bornes, quoi. C'est. Tu vois le massif, tu Ouais. dis quand est-ce que ça va. Tu traverses quand le est-ce village qu'on et va juste à rentrer la dedans sortie, et... bam. Ouais, C'est- exactement. il est vicieux ce col. Tu restes longtemps dans la Tu forêt. t'attends Tu pas restes longtemps. à autant de pentes parce que tu pars de très bas en fait. Oui. C'est comme de l'autre côté. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire par le côté. Mais côté Anglefort ou Culose, il y a 3 semaines, je fais par Culose. En fait, pareil, tu te dis, bah, c'est pas possible que je prenne 1300 ou 1400 mètres de dénivelé parce que je vois pas la fin en fait. Tu vois pas le sommet. En fait, tu prends des pentes vertigineuses et ça s'arrête jamais. C'est hyper long. Ouais, Mais à la fois tu le vois, tous les versants, j'ai l'impression. mais à qu'ils la fois ont tu leur vois pas difficulté. l'approche. C'est ça qui est La terrible route par est rapport au col. bosselée. Quoi. Les descentes aussi sont. On prend beaucoup de vitesse parce qu'il y a beaucoup de pourcentage et les routes, c'est pas reposant non plus, quoi, les descentes. Donc, Non. non, c'est Ah, dur. et puis c'est un col où quand tu arrives en haut, il est pas à l'abri, il peut Ouais. faire Oui, c'est froid. ouvert. Ouais. S'il y a du vent, tu prends tempête. Il y a je le veux Mont dire. Blanc quand même. Hein Faut que ça La soit vue sur le dégagé. Mont Faut que ça soit dégagé. Il y a le Mont Ouais, Blanc, il y a le Ouais, Vercors au loin. Si on a un peu de chance, il y a la brume qui est accrochée. Ouais, après, il faut encore être lucide pour regarder quand La même. Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel au loin. Ah punaise, Ouais. Paris. La doudoune, Non, mais le la kawaii, vue, ça la redescend, vue quoi. en haut, elle est renversante. Oui. Elle est renversante. Mais Ah, c'est beau. mais tu n'es pas à l'abri comme certains cols où tu as Oui, des oui. sommets autour qui te protègent, ou là tu es quand même exposé. C'est vrai. Tu vois tout justement, ce qui est magnifique, mais tu es exposé aux éléments et On par l'a là-bas, fait, ça peut on souffler, l'a fait quoi. à plusieurs moments de la journée avec le Bikeman. C'est vrai que tout dépend à quelle heure tu y arrives. Ouais. Si tu vas en plein après-midi, tu es plein soleil, il fait bon. Mm. Dès que le soleil se couche, tu as des belles vues avec le coucher de soleil. C'est vrai. Mais il caille très vite. Ouais. Pour faire juste le parallèle plutôt cycliste là, parce que j'ai les stats exactes du Grand Colombier. Donc on est à une altitude juste sous les 1005, 15 km 9 d'ascension, donc 1245 mètres de D+, pour 7,83% de moyenne. La moyenne, hein, De c'est moyenne. élevé pour Il la y a moyenne, quelques hein. replats. Et il y a Ouais. quelques replats, c'est-à-dire qu'il y a le début en fait. Le début vient péter complètement la moyenne parce que tu grimpes pas, quoi. Donc faut même pas regarder la pente moyenne, mais bon, tu tapes 1200 mètres, c'est un col sérieux. Et juste derrière, trilogie de la Chartreuse, qu'il faut pas négliger non plus parce qu'on est quand même sur des cols qui sont longs. Le Granier, c'est 15 bornes. Et puis tu redescends très bas à chaque fois. Cucheron, c'est 8,5 et Porte 7 bornes. Donc en fait, tu te fais une ascension qui dure quasiment 30 km parce que tu n'as pas de replat, quoi. Tu descends, tu arrives au pied, tu remontes, tu redescends, tu arrives au pied et tu remontes. Et l'enchaînement, il fait. Quand tu arrives en haute porte, On voulait pas savoir, mon Seb. généralement, vous avez pris la photo du panneau, vous allez prendre la photo ou pas? On va essayer. Généralement, à Porte, il s'arrête pour prendre la photo quand même. Avec le vélo. Après, c'est un peu la signature Biking Man d'avoir ces enchaînements de col, descente, col, descente. Il y a toujours une partie des parcours où tu as un enchaînement, je dirais, très sérieux. C'est vrai, Où on dirait qu'on nous a enlevé toute notion de plat pour nous faire ou grimper c'est vrai. ou descendre, mais sans replat, sans répit, sans rien, quoi. Je crois que c'est. Et puis là, arriver en fin de parcours, ça va être chaud. Il va falloir gérer. Hein. Il faut arriver frais. Et je pense qu'il y a aussi un système du coup de sommeil et de nuit, de réfléchir un peu justement où les passer et tout ça. Et est-ce que sacrifier, je dirais, quelques heures de sommeil ou autre pour essayer d'être un peu plus frais et garder de la lucidité dans les descentes notamment où ça peut vite jouer. Tu peux vite perdre beaucoup de Après, temps. avec votre père, ça va aller puisque vous arrêtez à l'hôtel tous les soirs. Ah oui, nous c'est grand confort, on s'arrête. Mais j'ai prévu de passer justement en fin de journée le Grand Colombier pour dormir juste après au Bourget. Donc ça c'est, on va dire, le target. Ce qui permettrait par contre d'avoir la trilogie et tout ça derrière sur la dernière journée. Mais de ne pas enchaîner le Grand Colombier avec tous ces petits monstres après, quoi. Parce que ce soit en mode non-stop, sauvage, bivouac, Florent Dumas, comme il sait le faire, hein, parce qu'il est costaud pour ça, ou en mode Jean-Phi avec son pote, parce que c'est la première fois que tu viens en équipe. Donc là, vraiment, il l'amène. C'est la un ami. première fois. Ouais. C'est la première fois que lui fait si long, puisque le plus long qu'il ait fait, on a fait ensemble l'an dernier, Milan-San Remo, 300 km. Basta.
Donc là, il va quand même si le soir il s'arrête en dormant dans le confort qu'il recherche, Oui. il y a 19 000 de D+. T'as tout Donc dit. sur 5 jours, ça fait 4 000 quand même. Donc c'est une grosse cyclosport par jour que tu dois rentrer avec 200 bornes. Et avec du poids sur le vélo. Et avec du poids sur le vélo. Donc Avec ça une reste, récup à l'hôtel, pas chez toi. c'est vrai. Trouver de quoi manger, t'alimenter, il n'y a pas de ravito, il n'y a pas tout ça. Donc ce côté autonomie finalement qu'on recherche, quoi, parce que c'est un peu la pureté du vélo et tout. Mais quand tu connais pas, tu as ce côté qui est un peu stressant aussi quand tu n'as plus d'eau et tu te dis je vais faire l'eau ou quoi. Donc j'ai déjà montré, tu vas dans un cimetière. Bon, nous dans le sud c'est compliqué puisqu'ils ont déjà tout coupé l'eau partout. Donc on s'est déjà retrouvé une fois ou deux à cours d'eau, donc au moins tu vois on a appris, mais c'est vrai que tu as... Cette année normalement, Dans la région, franchement. là on est bien. ouais, L'année dernière, plutôt toutes les fontaines avaient été coupées à cause de la canicule. Donc il y avait moins d'eau l'année dernière. Je pense que ce sujet hydratation Ouais, ça cette va année aller, ça va être mieux. Ouais. Ça va être mieux. Ça, c'est compliqué, ça. Mais ça, c'est la petite astuce des cyclistes, les cimetières. Ah. Il n'y a plus d'eau. Oui, et puis on Jeter un a petit coup d'œil. un gros fan aussi, je le salue s'il nous écoute, car je ne connais pas son prénom, c'est celui qui nous installe le ravito sauvage dans Oui. la trilogie de la Chartreuse. Ah, Je non, le mais- salue. Normalement, vous le ratez pas, les gars, Ouais. parce qu'il met une grande Il y a pancarte. une grande énorme. pancarte Biking Man. Ouais, Biking Man. Vous Alors, ouvrez les yeux. Avec J'ai une anecdote sur plein de ça. choses en plus. On ne veut pas trop détailler, mais il y a du ravito. juste ouvrir les Chaque année, c'est un rendez-vous pour les participants. Ils imaginent que c'est nous, leur gars, mais c'est pas leur gars qui met ça en place. C'est comme de nuit. de jour comme de nuit. Voilà, je te salue inconnu. J'espère te croiser pendant la course Mais je vais te raconter une anecdote pour me là-dessus. ravitailler chez toi. Donc il y a 2 ans sur le X, après le Glandon, donc en montant la Madeleine. Ouais. Bien entendu, dans le Glandon, t'as plus rien quand tu arrives en bas. Ah, Tu punaise. es à sec d'eau, tu es à sec de manger. Puis moi, c'était un peu tard le soir, c'était peut-être 19h, 20h. Et on arrive en bas et j'ai la personne du coup, qui était avec moi, Alex Armstrong, un Anglais qui roule très bien. On avait passé un petit moment dans le Glandon ensemble, qui s'arrête là. Et moi, je dis, je continue dans la Madeleine, je vais essayer de pousser un peu plus loin. Pizza fermée. Enfin, 2 heures d'attente, donc impossible d'attendre. La seule chose qui restait à manger, kebab frites. Donc je prends le kebab frites, je commence la Madeleine avec des frites pour le petit déjeuner du lendemain matin, dans le maillot. Et là, au bout de 5 minutes, donc après commencer le col, tu vois, un dot watcher qui arrive avec une camionnette de travail qui me dit j'arrive d'un dépannage, je t'ai fait tout ce qu'il faut, salade de pâtes, riz, qu'est-ce que tu veux? Et là je dis je veux rien, je viens de manger kebab frites il y a 5 minutes, je suis en pleurs, j'ai des frites pour demain matin le petit déjeuner dans le maillot. Je te remercie beaucoup, je sais pas quoi te dire d'autre, quoi. Donc c'est vrai que des fois tu as des ravitaux sauvages, des dot watchers qui on va dire viennent à la rescousse, mais quelquefois le timing est pas bon et Ça rappelle la belle évasion. Ouais, c'est la magie du live tracking. c'est ça. Des fois tu as un type au milieu de nulle part qui arrive qui dit je te connais, ah bon C'est sur la Corse course. aussi ça. T'as même pas pris un petit truc pour mettre dans le maillot? Rien. Ah là là. Je t'avoue que j'ai eu le moment où je l'ai vu, il m'a dit c'est toi, j'ai dit oui, puis moi oui, il m'a dit j'ai tout ce qu'il te faut, là si tu veux la déception à tout arrêter, quoi, tu Ça vois. rappelle la belle évasion. Où les mecs nous ramenaient des cagettes entières de ravito, tu peux même plus les prendre. T'avais plus de place dans les sacoches. Il n'y avait plus de place. T'es presque triste parce que tu dis le mec il s'est donné du mal et tu peux même pas le satisfaire. Ouais, mais la belle évasion, vous avez récupéré, je crois aussi quelques belles soirées. Ouais. Oui, Ouais. t'es au courant. Ah, Hein L'une des plus belles. quand même pas, mais. Une des dernières avant le retour. La toute C'était la dernière, ouais. c'était la C'est la toute dernière. toute dernière nuit. Ah, Mais du coup, pour revenir sur le parcours, toi, Florent, tu as identifié des points de passage que tu veux faire absolument. Je ne parle pas des checkpoints, mais un peu comme Jean-Philippe, où il disait faut que je fasse le Grand Colombier et dormir le lendemain. Non? Non. Ok. Non, c'est du feeling. Ouais, c'est du feeling. Bah, ton plan de J'ai bataille de la première journée est déjà défini quand même. Ouais, arrivé au CP1 vers 16h. Ok. 16h. Et après. Et après, tu vois. Après, ouais, voilà. Enfin, moi, je suis plus. Toi, la t'aimes bien course rouler en- la nuit plutôt. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore en général. Donc, tu devrais Je enchaîner. souffre pas mal s'il fait chaud les après-midi ou voilà. Et justement, la première nuit, c'est là où je me sens le mieux. Donc j'en profite en général. Et la deuxième, si je suis pas trop mal au niveau du sommeil, ça tient, mais encore ça n'a pas tenu. Pourtant les jambes étaient bonnes, mais on n'a pas le choix. Hein. Mais j'adore rouler la nuit. Ouais. Alors on rate forcément des jolis paysages, c'est dommage, mais c'est une autre ambiance, une atmosphère. J'ai découvert ça l'année dernière. Hein. Premier Biking Man, je me suis testé, je me suis dit tiens, on va essayer. Hein. J'avais jamais fait une nuit et Portugal, j'ai adoré quoi. C'était magnifique. Tu parlais de la météo sensiblement différente par rapport à l'année dernière, Axel.
qu'a priori, il devrait y avoir moins de chaleur. Météo sensiblement différente, on va avoir plus de vent. Ça c'est sûr. Le vent est en train de tourner, c'était vent du nord et en milieu de semaine ça est vent du sud. Donc ça veut dire qu'il devait faire moins chaud, mais il y a un épisode normalement caniculaire qui va arriver vers mercredi. Donc en début de parcours c'est sûr, jusqu'au CP1 beaucoup de vent. De côté, donc ça va être un peu technique dans les descentes, ça va demander beaucoup de vigilance. Mais il va faire globalement moins chaud que l'année dernière, donc je pense qu'il va faire frais même, parce que je ne sais pas si tu te souviens l'année dernière, mais il faisait frais juste avant le CP1. Ah oui. Et après, au Puy-Marie, je m'en souviens, il faisait frais, on était en fin de journée. Et ensuite, chaleur qui va arriver, moins de vent pour le coup, peut-être du vent à faveur dans le Vercors si le massif nous accueille avec gentillesse. Mais voilà, globalement un peu moins chaud. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait eu canicule, on avait eu les fontaines coupées. Là, cette année, c'est quand même plus confort, entre guillemets. Mais surtout, on va avoir une semaine exceptionnelle. Il n'y a pas normalement une goutte de pluie qui est annoncée. Ça, c'est bon. Je pense que l'Auvergne-Rhône-Alpes nous ouvre son cœur et que là, on va ramener des souvenirs à la fois côté athlète et côté orga qui vont être exceptionnels en termes de lumière, en termes d'ambiance. Je partage totalement ce qu'a dit Florent tout à l'heure. La nuit, c'est d'autres paysages. On ferme les yeux en fait et c'est tout le reste qui travaille. C'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est plein de détails en fait qu'on voit jamais. En fait. Et c'est l'opportunité aussi de ces courses. Faut pas que les gens qui écoutent Florence disent c'est con, il loupe plein de trucs. Au contraire, ils voient des choses que tu verras jamais. Si tu n'as jamais pédalé de nuit, parce que c'est le pré-soirée, tu t'en souviendras. Pré-soirée. Après-soir, celui-là, tu te rappelles? C'était posé l'année dernière où il y avait eu Johan Vercourt, là, le méga gigantesque pétard, là, pré-soirée. À un moment donné, tac, tu bifurques à droite. Rappelle l'ambiance là-dedans. Oui, c'est la petite surprise. C'est aussi ces plaisirs-là, la longue distance vélo, c'est de se plonger dans des choses qu'on ferait jamais à la maison pour aller découvrir des ambiances. Et je pense qu'il va capter des choses qui vont être sympas. L'ambiance de la nuit, c'est vrai que c'est spécial. Moi, j'adore. Même pour filmer les images, tu vois pas les paysages, mais tu vois d'autres choses. Et puis quand t'es dedans, t'as un vrai contraste de noir, quoi. Moi je me souviens sur Bakiman Corsica, faire des Arts des Agriates et enchaîner sur le bord de mer de Saint-Florent de nuit. Le bruit de la mer, tu vois, des rouleaux. T'es nulle part, t'es seul au monde. Et tu roules, tu vois juste le contraste de noir qui te différencie, on va dire, la mer, un petit peu la plage, la route, le ciel et tout. T'as envie d'y passer la nuit, quoi. T'as pas envie de couper. C'est pour ça qu'il s'arrête pas. S'il fait pas froid, c'est pour ça qu'il s'arrête pas. S'il fait pas froid, tu te couvres. Alors, avant de nous quitter, les amis, un petit point matos pour les spécialistes du vélo. Tu peux nous décrire un peu ton vélo, Jean-Philippe? Son poids, quel modèle, les braquets? Alors, je suis sur un Cervélo de longue distance, donc Caledonia 5, avec prolongateur. On est donc chargé à 11,4 kg, donc ça c'était le gros travail depuis quelques temps que j'ai entrepris de faire tomber le poids total. Donc 2,5 kg sous la moyenne à peu près. Et en braquet j'ai du 36,52 et du 11,34 à l'arrière en 12 vitesses, donc j'emmène du gros braquet devant en espérant pouvoir un peu l'utiliser sur le plat et un petit peu moins mouliné dans les grosses bosses que le 34 dedans. Et par contre, on arrive à faire un énorme boulot sur le vélo de mon coéquipier qui lui par contre sera 9,5 kg en BMC Team Machine avec on a tous les deux de toute façon que le matériel obligatoire. Voilà. Donc on a bossé sur le côté light, je dirais le plus possible pour essayer de moins subir les kilomètres. T'as pas bossé le parcours, mais t'as bossé au moins le matos. Le matos c'est bon, enfin, on espère, écoute. Et toi, Florent? Moi, je suis un petit peu plus lourd quand même. C'est un vélo carbone, un Van Rysel de chez Decathlon. Je suis à 12,5 kg. Et je porte sur moi, par habitude, j'ai toujours un Camelback. Avec une poche à eau de... Celle-ci fait 2 litres. J'ai qu'un bidon sur le vélo de 75. Et après, en développement, j'ai 50-34 avec un plateau ovale. Et à l'arrière, 11-34. Un peu du classique. Donc il a 1 litre de plus en capa de transport avec son Camelback que la majorité des 115 participants là. Beaucoup d'eau. Parce que essentiellement c'est l'eau que je vais avoir sur le bidon, ça va être plus de l'eau comme en Corse pour me rafraîchir sur moi. Et Camelback électrolyte avec de l'eau. Voilà. Et puis beaucoup à manger sur moi aussi. Je pars avec quand même pas mal. J'ai vite 3-4 kilos sur le dos quand même. Mais j'ai la carcasse qui la supporte bien, donc ça va.
j'ai pris l'habitude et ça me gêne pas. Ça marche comme ça. Vous avez des prolongateurs là Ouais. pour les deux? Oui. Oui, hein. Utile ou pas, Axel? Là-dessus, moi, j'ai pas d'avis entre guillemets parce que c'est pareil. C'est à la fois, enfin, les gens qui peuvent nous écouter imaginent que ça peut être pour des positions aérodynamiques pour gagner en vitesse, alors que souvent c'est pour des positions de confort. C'est ça. Donc, j'imagine que c'est ce que vous avez choisi, les gars, Exactement ça, ouais, plus le confort. pour pouvoir changer de position par rapport au cintre classique Ouais. avec les cocottes. Donc, moi, j'avais fait la reco avec Jaco à l'époque. Donc, Jacques, il avait un Trek Emonda. Moi, à l'époque, bleu. j'étais encore avec l'Open en roue de 650B avec des pneus de 47. Donc, j'étais vraiment pas bien équipé pour faire ce type de parcours. On n'avait pas pris les prolongateurs et on n'avait pas été gêné. Bon. J'ai vu autant de vélos avec des prolongateurs que d'autres sans. Ça... Moi, je fais plus l'impasse depuis Buckingham Corsica où à la fin, j'ai dû tenir pendant 100 bornes le vélo à une seule main pour des douleurs, je dirais, de dos. D'accord. Où c'était C'est ça. 1 km sur une main, on prenait le guidon avec l'autre main et puis on laissait l'autre se reposer. Depuis que je passe au prolongateur, j'ai plus de problème, mais en effet, c'est une position de confort, quoi, pas du tout aéro, même très haute, Ouais. mais dans laquelle tu es tranquille, tu peux un peu plus vaquer à tes pensées, à ton parcours, à où tu penses t'arrêter. Même si c'est partiel, par exemple les portions dans les dombes où j'imagine qu'on pourra avoir une utilité, ça peut être 2-3 heures de repos pour les mains, quoi. Ouais. Les articulations, la nuque, tout ça. En plus, en particulier nous toi avec permet de- le camelback. Ouais. Voilà, Le fait en d'avoir plus. un peu de poids dans le dos, Ouais. c'est vrai que la position sur les prolongateurs, elle doit être vraiment agréable. Donc pareil, je ferai plus trop l'impasse, je pense, sur les. Ok. Je crois que quand tu y as goûté, tu y reviens toujours, quoi, en fait. C'est un peu comme les Biking Man. Quand tu as goûté, tu as besoin de ta piqûre de rappel, j'irai Vous avez fréquemment. lâché la quoi. punchline, Ouais, Jean-Philippe. c'est Vous avez lâché la magnifique. punchline. Pour finir votre intervention, merci les gars, merci Merci. Jean-Philippe, Merci à vous. merci Florian. Donc on va vous suivre, Florent, pardon. Donc on va vous suivre sur la route. Vos numéros de dossard, je vérifie, contrôle surprise. 566. 566 pour Florent, exact. Et toi Jean-Philippe 648, 649 648. Ouais. Toi, ouais. Ok. Bravo. Donc pour les suivre, Vous êtes nos accepté amis, pour le départ. on vous le rappelle, vous pouvez les suivre sur le live tracking de Waka pour aller les encourager et sur les réseaux sociaux notamment. Vous pouvez les suivre aussi sur les plateformes Bikiman, puisqu'on va vous abreuver de contenu pour être au plus près de cet événement. Merci les gars. Merci. Merci à vous. Et vous allez laisser la place aux derniers invités de cette émission, les amis, puisque maintenant on va parler des enjeux de cette course. Axel, il y a encore un beau line-up, comme on dit en anglais. C'est-à-dire pas mal de concurrents qui vont prétendre à la victoire. Oui. Là, on Les gens que vous a. connaissez, Mais c'est simple, en là, fait. pour la plupart, d'ailleurs. Hein. Quand on a fait le briefing tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir quelles étaient les personnes qui voulaient terminer en moins de 60 heures. Et on a eu une vingtaine de bras qui se sont levés. Et je pense que sur les 3 éditions du Bikiman Originora, c'est la première fois qu'on a autant de personnes qui prétendent vouloir terminer en moins de 60 heures. Moins de 60 heures, c'est top 10, sûr et certain. Exactement. Pour mémoire, Top 15, on verra si je prends plus large. pour mémoire, l'année dernière, Rémi Borion, qui avait remporté l'épreuve, a terminé en moins de 49 heures. Ouais. Donc, ouais, on va avoir des profils très sérieux et une belle compétition en perspective. Moi, j'ai bah, hâte. Ceux qui sont passionnés par la performance. Ceux qui vont nous fatiguer devant, il va falloir, on va devoir les le suivre live nuit et tracking. jour. Ouais. Bah là, il y a 2 hommes qui vont nous fatiguer devant nous. Bonjour et bienvenue. Salut Loris. Bonjour, Comment ça va? ça va très très bien. Loris, on le rappelle, vainqueur du Bikiman France l'année dernière. Exact. Là, tu reviens tenter ta chance, cette fois sur l'Aura. Je reviens tenter sur le Hora, ouais. Après une défaite sur Euskadi aussi. Donc, Ou c'est vrai. Où t'avais Après dû une belle abandonner. bataille. Voilà. Après une belle bataille et puis un abandon. Donc là, je reviens un peu revanchard cette année. Moi, j'ai pas beaucoup d'opportunités, mais là, celle-là, je pense qu'elle me tient à cœur. Donc, Bienvenue. Et à tes côtés, Maximilien. Salut Bonjour. Maximilien. Salut, Comment ça va? ça va bien. Bon, Maximilien, vous le connaissez si vous suivez le Bikiman cette année. T'as quasiment fait toutes les courses. Tous les 1000, ouais. Il n'y a Tous que le les 1000, Vercors ouais. que j'ai pas fait, ouais. Exact. Donc, Et alors, comment vont les jambes? Ça va la récup? de mieux en mieux. De mieux en mieux, mais non, ça va être de pire en pire. Non, le sommeil, c'est peut-être un peu de pire en pire, mais les jambes, c'est de mieux en mieux, ouais. Bon, bah les gars, on va pas se mentir, vous visez le top 5. En dehors, c'est que vous avez contre-performé.
comment vous avez un peu abordé cette course. On commence par toi, tiens, Maximilien. Comment tu l'abordes cette course, sachant que tu as déjà fait 3000, enfin 3 Bikeman 1000 km? J'aborde toujours la même ambition d'être devant, de gagner. Ça n'a pas encore fonctionné ni cette année ni l'année dernière en Corse, mais à un moment ça va rentrer. Donc je continue à essayer et ouais. Nouvelle tentative, nouvelle épreuve. Je connais aucune des routes de Laura, mais c'est toujours la découverte et finalement ça me réussit plutôt bien. Donc c'est vrai que tu as déjà fait plein de Bikeman, plein de bons résultats. Ouais. Mais t'as pas eu cette petite cerise sur le gâteau. Il manque la cerise sur la forêt noire. Oui. Et toi, Loris, pareil, tu viens ici pour faire de la performance. Oui, c'est un peu ce qui me motive, moi. En général, quand je viens sur un Bikeman, c'est un peu ce qui me fait avancer, c'est un peu ce qui me fait vibrer. De jouer la gagne, c'est toujours satisfaisant, c'est toujours entraînant aussi dans l'effort. Ça nous fait faire des choses qu'on ne ferait pas en temps normal, en fait. Quand je fais du vélo aventure, je me mets pas aussi minable que sur un Bikeman pour essayer de jouer le top 3 un peu débilement, hein, mais bon, c'est un peu ce qui nous fait vibrer. Donc c'est pour ça moi, c'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour vibrer avec la course. Pourquoi ça te fait vibrer autant que ça? C'est le fait d'être parmi les meilleurs cyclistes engagés, de te mesurer à eux? C'est aussi une façon de voir le vélo qui est différente. Moi, je viens d'un milieu qui est plus un milieu de la compétition. Et pour moi, le vélo, c'est du sport. C'est un sport. Et la compétition, c'est une grosse partie de ma vie. Donc, quand je viens sur un Bikeman, je viens comme sur une course de cadet à l'époque où il n'y a que 80 bornes. Et pareil, sur 1000 bornes, rien ne change en fait. La stratégie. 80 000, il y a quand même un 80 000, il y a quelques différences, mais c'est bénin. L'échauffement est plus long. Comment t'expliques cet attrait de la compétition? Parce que la majorité des participants au Bikeman viennent pour l'aventure, pour le finir. Oui. Et tu as toujours un petit groupe d'une dizaine de cyclistes qui, eux, te disent « Non, moi, c'est la perf ». Comment je l'explique? Moi, je suis de s'en mêler. C'est-à-dire que je partage les deux. À la fois le côté aventure, parce que c'est ça qui m'a forgé dans le vélo, et à la fois, notamment quand je suis allé sur le X, mais également sur le Brésil, je retrouve Parce que ça fait mal quand même. Ouais, mais ça te met le sang en fusion quand tu as la possibilité à un moment donné de... Moi, j'aime bien remonter les places. Donc, j'ai des stratégies complètement différentes de Maximilien ou de Loris, parce que j'ai pas leur capacité. C'est-à-dire que je préfère partir très lentement et remonter, en étant très lent mais régulier, en jouant sur les arrêts. Mais une fois que tu arrives dans le top 10, je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Quand tu es là-dedans et que tu le découvres, moi pour ma part, ça me met le sang en fusion, quoi. Et tu rentres pour le coup dans une bulle. Testé au Brésil 2 fois déjà. Sur le X, il y avait également la notion de compétition, même si Lauriane avait complètement explosé les scores l'année dernière. Mais il faut le vivre en fait. Il faut arriver à un moment donné à se positionner dans ce groupe parce qu'il y a une ambiance très particulière. Tu la connais, on la suit au quotidien depuis pas mal d'années maintenant. Même quand on est en regard, il y a un truc qui se passe de dingue parce qu'ils sont dans leur bulle et c'est inexplicable. C'est une autre forme de découverte en fait. Il n'y a pas que le côté physique pour les gens qui nous écoutent. C'est pas juste de la performance. C'est l'état d'esprit dans lequel ça te plonge, où finalement tu es hyper concentré sur ce que tu es en train de faire. Et c'est rare aujourd'hui d'arriver à avoir des moments comme ça d'hyper concentration pour rejoindre un objectif qui est en soi un peu banal, dans le sens où c'est pas c'est extraordinaire, mais on n'est pas en train de sauver la planète. Mais voilà, l'objectif de faire les 1000 bornes et de grignoter kilomètre après kilomètre, en étant focalisé, concentré dans les descentes, concentré dans les ascensions, jouer sur les ravitaux, calculer le temps pour trouver la fontaine, manger, tout chronométrer. Ça peut paraître fou en fait pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude de le faire. Mais quand tu es là-dedans, ça n'a pas de prix parce que c'est une excitation, l'adrénaline. Bref, c'est indescriptible, il faut venir, il faut essayer à un moment donné dans ce groupe du top 10 parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les 10. Dans les 10 premiers, quand tu es dans ce groupe-là, il y a un sel qui est juste extraordinaire et quand tu y as goûté, c'est très dur de faire autre chose. C'est-à-dire de dire tiens, je vais ralentir pour aller dans le 30, dans le 50 ou dans le 80, c'est très très dur. Très très dur. Mentalement, c'est presque tu as envie d'abandonner en fait quand tu sens que tu es en train de lâcher plutôt que de sortir du groupe dans lequel tu es, quoi. Vous vous reconnaissez un peu dans cette description?
Je pense en effet quand tu es derrière, quand tu es au-delà des 10, une place de plus, une place de moins, ça change plus grand-chose. J'ai eu le cas au Portugal cette année avec l'insolation que j'ai eue quand j'étais deuxième. Après, tu dors, tu vomis. J'étais au CP2, j'ai dormi. Tu rajoutes, bon, il n'y a personne qui m'a jeté un seau d'eau sur la tête, donc j'ai pu profiter des matelas gonflables un peu plus longtemps au CP2, mais ouais, tu rajoutes 1 heure sur le réveil, 1 heure de sommeil, en fait t'en fous quoi. Donc après, ouais, j'ai un bikingman aussi en me disant si ça passe pas au niveau compétition, si je dois lever le pied, je sais que je peux profiter. Je sais que j'aurai des beaux paysages, je sais qu'il y a un beau parcours, je sais que il y aura des gens autour et que à la fin il y aura quand même quelque chose, c'est que quand même tu finis, et ce qui est un objectif majeur pour 90% des participants. Et donc c'est toujours ça de prix, tandis que comme Loris disait, les courses cadets 80 km, tu prends 10 bornes, un coup d'élastique, la course est finie, tu peux remettre le vélo dans la voiture et t'es rentré quoi. Et profite pas du parcours, non. Toi, t'arriverais, Loris, à aborder une course comme le Bikeman en mode, de façon plus tranquille, si tu vois que tu joues pas la gagne? Ouais, bah moi, je rejoins un peu les deux idées, hein. C'est ce qui me pousse à faire ce que je fais à ce niveau-là, mais je pense que ça serait difficile de faire autrement. Et il faudrait que je fasse un setup dans ma tête pour basculer en mode aventure. Et là, ça prendrait un peu de temps. 1000 bornes, ça passe très très vite. Mine de rien, c'est un format qui est assez court en ultra, assez court dans le sens où physiquement on peut aller jusqu'aux 1000 bornes. Et je sais qu'après 1000 bornes, moi j'ai une espèce de barrière où j'ai fait des courses plus longues que 1000 bornes. Là, je suis obligé de sortir un peu de la compétition parce que je dois me reconcentrer sur moi-même. Sur 1000 bornes, je pense que on est capable de tirer au fil le physique jusqu'aux 1000 bornes et du coup se concentrer sur la concurrence plus que sur soi-même. Moi, je joue avec l'adversaire. Voilà, et puis j'arrive à tenir physiquement les 1000 bornes. Après 1000 bornes, je pense que c'est une course qui est totalement différente. D'ailleurs, le type de coureur est totalement différent après 1000 bornes. Et moi, c'est aussi pour ça que je viens sur les Bikeman, c'est que le format 1000 bornes est super. Et le 50, 60 heures, je pense qu'on peut le tenir physiquement. Ceux qui sont dans le top 10, ils tiennent facilement sans dormir et puis en se donnant physiquement jusqu'au bout. Et du coup, ça permet d'avoir une compétition. Clairement, quoi, une compétition physique. Voilà. Et je pense que c'est ça qui me pousse à faire ça. Après, le vélo aventure, j'en fais aussi toute l'année. J'ai découvert l'ultra par le vélo aventure et c'est un truc qui est plaisant aussi. Et comme disait Maximilien, une fois qu'on a l'idée d'abandonner ou l'idée d'arrêter le classement, il y a toujours le paysage qui est là autour de nous. Et bon, c'est quand même un truc, c'est un super avantage par rapport à une course banal de coureur, voilà, de coursier, quoi. On sent dévoiler vos petits secrets stratégiques, hein, les gars. J'imagine que le premier jour, vous allez partir fort. Ça fait un peu peur. Parce qu'en fait, le premier jour me convient très bien et j'ai un peu peur de brûler des cartouches parce qu'il va faire frais. C'est assez roulant, il y a quelques pelles bosses mais qui devraient me convenir encore plus ou moins. Donc je risque, si je pars trop fort, de brûler et de ne plus avoir rien à voir dans le gros morceau qui est à 100 bornes de l'arrivée. Et là, je risque de devoir dormir dedans si je pars trop fort le premier jour. Donc on va voir. Tu vas essayer d'éviter les chaleurs. C'est un secret pour personne que tu n'aimes pas trop la chaleur. Mais la chaleur devrait arriver plutôt le mardi. Le mardi après-midi, mais j'ai de quoi gérer la chaleur cette fois-ci. Petit secret, on verra demain dans les vidéos. Et toi, Loris, c'est quoi ton programme? Partir fort? C'est partir fort. Non, en fait, c'est mieux d'avoir un coup d'avance en ultra. Et je pense que sur le physique, le coup d'avance, c'est au début qu'on peut le faire. Après, au bout du deuxième jour, on est tous dans le même état. Faire un coup de force le deuxième jour, il faut vraiment gaspiller beaucoup d'énergie et c'est des coups vraiment à se cramer sur la suite. Le premier jour, pour mon cas en tout cas, avec le capteur de puissance, on peut gérer sa perf sur une journée entière, les premières 20 heures. Et si on part fort et qu'on a un peu d'avance sur la concurrence, on peut se permettre d'avoir des récupérations avant qu'ils reviennent sur nous. Et voilà, le coup d'avance, il est un peu stratégique aussi. Tu te bases sur ton capteur de puissance durant la course? La première journée, ouais, je me base entièrement sur mon capteur de puissance
que je regarde pas en permanence, mais je fais des check-up toutes les heures, on va dire, pour voir où j'en suis au niveau du cardio et du capteur. J'ai mes données que je connais habituellement toute l'année. C'est une grosse cyclo de 20 heures de vélo, hein, on va dire, la première journée. Donc voilà, c'est facile de se baser sur ça, sur ces données qu'on a. Après, les jours d'après, c'est un peu l'inconnu pour tout le monde. Qu'on soit bien ou qu'on soit dans le mal, il y a toujours des phases qui sont difficiles à gérer. Le capteur, pour moi, il sert plus à rien les 2 et 3e jours, quoi. Toi aussi, tu te sers de ton capteur? Tout le temps. Par contre, je pense que la donnée du premier jour, en effet, c'est le capteur, surtout la première 2 heures. Extrêmement important de l'avoir vraiment les yeux tout le temps dessus. Et le 2e jour, c'est plus la cadence. Pour moi, c'est ce que j'avais déjà dit sur cette émission avant la Corse, c'était vraiment essayer de garder une fréquence correcte. Sinon, on bute vraiment sur les bosses et on s'abîme les genoux, on s'abîme musculairement et c'est difficile d'avancer. Donc ouais, là vraiment la cadence. Le premier jour, j'ai la navigation, puissance et le temps. Et le 2e jour, c'est navigation, puissance et la cadence. Ouais. Vraiment important. C'est obligatoire, Axel, le capteur, de se baser sur le capteur quand tu joues les premières places pour gérer ton effort? Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais c'est des outils qui aident beaucoup dans ce type de course. Parce que c'est ce qui permet de pouvoir jouer quelque part avec la limite, avec le plus de précision possible par rapport à des sensations, quoi. Parce que y a tellement de facteurs externes qui peuvent faire varier les sensations que tu peux avoir sur le vélo, d'euphorie, alimentaire, d'excitation, de compétition, d'adrénaline, qu'avec le capteur, tu arrives à rester calme dans des situations où potentiellement tu peux te faire envoyer des signaux par le cerveau qui t'encourageraient à faire autre chose. Après, moi j'ai jamais tenté ce qu'a expliqué Loris, c'est-à-dire d'envoyer des cartouches dès le départ et de prendre des risques. J'en ai jamais pris. J'ai plutôt été toujours dans la sauvegarde, parce que souvent quand j'arrive sur les courses, je suis pas assez entraîné, donc je me mets toujours en mode voilà ma limite au niveau puissance, je la dépasse jamais et je regarde les autres partir de partout et puis je remonte par la résistance en fait. Mais c'est marrant parce que ce que dit Loris, ça arrive très souvent finalement. Et je voulais te poser la question, comment est-ce que tu vois Maximilien qui lui joue la gagne sur le championnat en ce moment? Il est en train de chercher quand même il n'est pas en train de chercher, il veut gagner le championnat, clairement. On le rappelle, tu as tes 2e au classement général pour l'instant, Maximilien. Ouais. Derrière Lauriane Premier. Ah, premier. Actuellement, pas beaucoup de points, mais là, clairement, comment est-ce que tu vois Maximilien qui joue à la fois la compète, parce qu'il se place bien aussi sur toutes les épreuves, les 3, il s'est quand même bien classé, et toi qui joues la perf sur une seule, comment est-ce que tu perçois ça au niveau de l'effort et au niveau de si tu devais te projeter? Ouais, si je devais me projeter, déjà j'ai étudié un peu, vu qu'on joue un peu le top 10, on regarde autour de nous ce qui se passe, les coureurs en présence. Il y en a pas mal cette année, même des nouveaux que je suis avec les réseaux sur Strava et différents réseaux. Et il y en a beaucoup qui physiquement, je pense, peuvent être impressionnants sur une journée. De les suivre, je sais que physiquement il y en a beaucoup qui sont plus physiques que moi. De les suivre, ça peut être une erreur. Mais de les laisser partir, c'est aussi une erreur si on veut jouer le classement. Donc Maximilien, je sais qu'il a fait plusieurs podiums et voilà, c'est un concurrent vraiment direct. Je ne sais pas trop comment me baser par rapport parce que d'une année à l'autre, ça peut aussi changer. Les données qu'on a, elles sont pas forcément. Ça va être au feeling la première journée, mais en tout cas pour ma part, ça va être au feeling plus dans la limite de ce que je peux faire pour essayer de ne pas me faire dépasser par la concurrence, quoi. Je préfère, comme je disais, avoir le coup d'avance au premier CP et après gérer, même si je me suis mis dans le rouge, plutôt que l'inverse, d'être comme Axel au début, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut louper, quand on fait un départ un peu en dedans. Des fois, ça peut pas marcher, hein. Sur Euskadi, je me suis fait un peu avoir, j'ai trop forcé, mon genou a explosé. Ça marche pas. Mais sur d'autres courses, ça peut aussi passer. Donc c'est un risque à prendre. Je pense qu'il faut au moins le risquer au moins une fois pour comprendre ce que ça peut faire.
Ok, nouvelle tentative donc. Il me donne un conseil pour le Brésil. Merci Loris. Moi, le Brésil, je sais pas si je m'aventurerai là-bas. Mais bon. Un petit point matos pour les spécialistes. Maximilien, tu peux nous décrire un peu ton vélo, ton poids, tes braquets? Vélo de route, frein à patin, petit braquet 34-34. Rien de spécial, des pneus de 28, non tubeless pour cette fois-ci. Ouais, rien de spécial. Et le poids chargé, j'avais à peu près 12, mais ouais, c'est le même vélo que j'utilise toute l'année. J'ai des extensions. C'est le même que tu avais dans les précédents C'est le même Biking que Man. j'avais tous les précédents Biking Man. Et rien de spécial, aucun changement. Et c'est le vélo que j'ai toute l'année, y compris sur la Race Across Germany, où là j'ai mis vraiment un setup complètement différent avec roue lenticulaire, roue avant de 60, casque de chrono, donc c'était complètement différent. Mais ça reste le même vélo. J'ai vraiment ce petit pourcent en plus qui fait que c'est pour ça que je voulais pas passer d'un vélo de contre-la-montre à un vélo de route au fur et à mesure de la saison. Donc ouais, maintenant ça fait j'ai déjà 15 000 bornes depuis le 1er janvier avec, donc la position est nickel. C'est vrai qu'en plus des 3 Biking Man, Maximilien a fait la Race Cross Germany entre temps. Entre le dernier et celui-ci, ouais. Et toi Loris, ton vélo, tu peux nous le décrire un peu? Moi, mon vélo, il a changé par rapport à l'année dernière. Je suis passé en disque et je suis passé avec des sections beaucoup plus grosses de pneus. Parce que sur le Euskadi, j'ai explosé le pneu avant et ça m'a un peu servi de leçon. Et puis surtout, j'ai des freins à disque cette année que j'avais pas avant. Pour des questions de poids, pour des questions de pratique, j'ai toujours préféré les patins en habitant dans une région un peu moins vallonnée qu'ici, en Bretagne, où on n'a pas besoin forcément des disques. Je me rends compte qu'en montagne, ça commence à devenir essentiel, surtout chargé avec les sacoches. Je me suis fait des frayeurs sous la pluie avec les patins que j'ai pas envie de reproduire. Donc les disques, pour moi, ça a été obligatoire cette année. Avec les sections de 30 mm, c'est impeccable. Et puis sinon, j'ai 2 vélos. Moi, j'ai un vélo je fais des compétitions toute l'année encore. Donc j'ai un vélo pour mes compètes, un vélo pour l'ultra, donc qui est beaucoup plus confort et beaucoup plus typé sur les prolos. Et 2 positions différentes. Une position où je suis essentiellement sur les prolos et une position où je suis essentiellement sur le cintre. Du coup, c'est un peu difficile de jouer avec ces 2 vélos. Mais avec le temps, ça se fait. Et là, j'ai mon vélo d'ultra qui est réglé au millimètre. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Eh ben, on va voir si ça va marcher. Merci les gars. On espère. Merci les gars. Et puis vous pouvez vous dire à tout à l'heure, parce que vous allez souvent vous voir sur la route, je pense. Il n'y aura pas beaucoup d'écart. Merci d'être venu. Et puis bonne course. Merci. Meilleur gagne. Merci. Ouais, merci. Merci Axel. Merci à vous deux. Merci Je rappelle quand même vos numéros d'Ossard pour tous ceux qui veulent les suivre sur le live tracking d'Owaka. Maximilien, 555. Ouais. Comme le Biking Man. Que j'ai pas fait. C'est un signe. Le numéro porte-chance. Et toi, Loris, tu seras le 607. 607. Numéro porte-bonheur aussi, peut-être. On l'espère. On verra d'ici quelques jours. Et puis d'ailleurs, on se retrouvera pour débriefer tout ça lors de la prochaine émission Finish Line. Vous savez, votre rendez-vous devenu habituel sur les Biking Man. Merci de nous avoir suivis, les amis. Donc, on le rappelle, réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Il y aura aussi un journal quotidien pour raconter tous les faits de course, le live tracking de Waka, pour suivre un Biking Man Aura qui promet encore une fois d'être spectaculaire. Merci, salut et à dans quelques jours pour la Finish Line.